On se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR. Shai qui était en direct sur Twitch il y a quelques heures et là, il est présent au rendez-vous. Shai le Vaillant, je suis désolé au passage de vous avoir abandonné. Petit souci hier. Shai, enchaînons hein. De la meilleure des manières. Sur la blessure de Kristaps Porzingis, on va parler finale NBA parce que c'est quand même une info essentielle. Kristaps Porzingis souffre d'une blessure rare. J'ai évidemment oublié le nom de la blessure qui a aucun sens, mais c'est une blessure rare à la jambe. Et il y a un vrai risque que Kristaps Porzingis soit absent pour le Game 3 des finales NBA. C'est une possibilité, c'est assez mystérieux la manière dont les Celtics et Porzingis lui-même communiquent beaucoup dessus. Ce que Théo nous faisait remarquer d'ailleurs, il fait des one-one avec ESPN, ils en discutent assez librement, alors que c'est plutôt, normalement, on entretient plutôt un mystère autour de blessures comme ça, vu l'importance de Porzingis. On l'a vu sur les 2 premiers matchs, même sur un temps de jeu limité, c'est quand même un joueur très très important et qui a de l'impact. Les dernières nouvelles, c'est que alors les journalistes qui étaient présents sur place l'ont vu plutôt souriant, ne pas boiter, mais la nature de sa blessure est assez étonnante. C'est une blessure très rare, en tout cas rarement vue en NBA. Donc c'est au pied gauche et je vais te lire l'intitulé effectivement qui est un peu barbare. Une déchirure du rétinaculum médian avec risque de dislocation du tendon tibial postérieur. Voilà. Alors, on dit comme ça, c'est un peu flou. Ce qui est sûr, c'est que ça cause, alors c'est très douloureux, et ça cause une instabilité au niveau de la cheville et du pied, ce qui n'est pas pratique pour jouer au basket, on est d'accord. Peut provoquer donc des entorses et d'autres, des fractures et tout ça. Donc, ils font très attention à l'évolution de la blessure. Et donc, le truc de départ où Porzingis disait non, mais ça va aller, je vais serrer les dents, je suis prêt à mourir sur le terrain et tout ça, et il l'a redit hier encore. Ils ont changé d'approche. Ils sont plus. Je pense qu'au début, ils se sont dit, bah, tant qu'il nous dit qu'il est en capacité de jouer, il va jouer. Sauf que Mazzulla hier a dit que c'était une blessure sérieuse et qu'ils avaient décidé de retirer à Porzingis le choix d'être présent ou non. Enfin, c'est plus lui. C'est pas juste parce qu'il dira c'est bon, je peux y aller qu'ils vont qui vont le laisser jouer. Donc, il sera consulté, mais le staff médical des Celtics aura le dernier mot et ils vont surveiller l'évolution de la blessure. Et c'est décisif. Là, il y a 2-0, donc ça va. Heureusement qu'il y a 2-0, parce que ça aurait été peut-être plus délicat à gérer. Je me dis que si c'est un peu tendu sur le premier match, ils le feront pas jouer ou peu jouer, s'ils voient que c'est trop compliqué au niveau de la douleur et tout. Au-delà, faudra voir, mais c'est forcément un truc important de ces finales. Hein. C'est la blessure de Porzingis. On a vu sur les 2 premiers matchs à quel point il était important et à quel point il faisait des différences. Là, je crois que c'est lui qui a le meilleur plus-minus sur le Game 2. Il était à plus 12 ou plus 14, je sais plus, sur un temps de jeu assez réduit. Mais ouais, on va surveiller ça parce que c'est déterminant. Ouais, on en avait parlé pendant la preview. On se disait que les Celtics avaient besoin d'un Porzingis à 100%, ce qui n'est pas forcément le cas de certains analystes US. J'avais vu passer des trucs comme ça. Il y a des journalistes américains qui pensent que Boston peut gagner même sans Porzingis. Et peut-être qu'ils ont raison, effectivement, moi, je pensais vraiment qu'il fallait un Porzingis à 100%, par exemple. Et sur les premiers matchs, on a vu que ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que Porzingis était présent, il joue un petit temps de jeu, il sort du banc. Enfin, un petit temps de jeu, il a 20 minutes à chaque fois. Mais c'est 20 minutes déterminantes. En tout cas, je pense quand même qu'ils ont besoin, en tout cas, au moins de Porzingis. Et là, on en vient à un scénario, Shai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si Porzingis joue plus dans ces finales, Mmh. ou joue juste 5 minutes et on se rend compte que ça ne marche pas et qu'il ne joue plus, est-ce que tu arrives à avoir, pour Dallas, une vraie opportunité de remonter ce 2-0? En tout cas, c'est un espoir, ouais, parce que là, on a vu que l'activité de Gafford enfin, l'impact de l'activité de Gafford et Lively, par exemple, était limité. C'est pas que à cause de Porzingis, hein, mais quand il est là, forcément, il protège le cercle, il défend bien, c'est une présence imposante en attaque, en défense. Donc oui, c'est un motif d'espoir, peut-être, oui, ça leur redonnera de l'espoir, parce que là, sur les 2 premiers matchs, ils ont été, en tout cas pour Gafford et Lively, très très peu impactants. Très très peu impactant finalement sur ces deux-là. Donc ouais, c'est un espoir. Par contre, moi je pense aussi que Boston, surtout maintenant à 2-0, est capable de gagner sans Porzingis. Ce sera pas simple, mais ils ont tellement de qualité, tellement de profil pour défendre sur ces joueurs-là que je dis pas que c'est du tout cuit et je suis d'accord avec toi. L'idéal, c'est Porzingis. À 100%, il le sera pas, on le voit, enfin on le sait, Ouais, il ne il est un sera peu pas sur ces blessé. finales. Il sera pas à 100%, mais s'il peut jouer 15 minutes, 20 minutes
en apportant ce qu'il est capable d'apporter, c'est-à-dire une petite dizaine de points, quelques contres, juste la présence de la dissuasion, c'est déjà, ça a pas de prix, pour les Celtics déjà. En fait, il y a c'est vrai qu'on voit le 2-0. En plus, on voit une première victoire de 15 points ou pas loin, puis une deuxième où il y a aussi eu 15 points d'écart. Et on pourrait un peu facilement se dire que les Celtics sont complètement au contrôle, ce qui est pas loin d'être vrai, cela Mmh. dit. Mais en fait, des fois, il suffit que tu enlèves un élément ou qu'il y ait un ajustement qui soit trouvé et toute une finale, elle bascule. Et tu vois, et parce qu'il y a finalement peu de temps entre les matchs, tu peux ne pas trouver la solution, t'enterrer, ou même simplement, tu vois, tu trouves pas la solution sur 2 matchs, il y a 2-2 et donc parce que tu as plus Porzingis, d'un coup, il y a 2-2, tu arrives le game 5, c'est une autre atmosphère, tu te retrouves sur un must win à domicile, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc c'est clairement pas anodin, moi je pense, cette blessure de Porzingis. Il y a une blessure, enfin, il y a des douleurs à surveiller aussi quand même du côté de Luka Doncic. On a appris qu'il avait reçu des injections, d'antidouleurs avant le match 2 parce qu'à cause d'un choc au niveau de la cage thoracique, reçu dans le match 1. Et ils vont procéder de la même manière avec lui, pour le match 3, donc ça devrait aller jusqu'à la fin des finales, je pense, mais lui aussi est un peu touché et du coup, j'en suis venu à penser à la suite aux Jeux olympiques, attention à ces blessures-là et au poids de la répétition des matchs, pour un joueur comme Doncic qui est voilà, enfin, il il joue 40 minutes, il est impliqué sur toutes les phases de jeu. Voilà, là aussi, c'est pas anodin pour ces finales, je m'inquiète Mmh. pas trop, surtout avec le recours aux antidouleurs, mais Non, mais il est diminué, ça se sent. On en mmh, parlait un peu aussi. On avait dit, il a du mal à aller jusqu'au cercle. Il y a aussi des compiles de sa défense, hein, de ses prestations défensives sur ces finales. On sent qu'il y a eu une légère baisse d'effort. Alors bon, les compiles, ça ouais, expose c'est un peu toujours le moins, accablant, le ouais, pire de mmh, toi-même ou le meilleur de toi-même. Donc tu peux donner une vision qui est fausse parce que tu as qu'une partie de l'histoire. Mais il y a des efforts moins fréquents sur le match. Il y en a encore. Il y a encore des moments où il défend bien, mais il y a effectivement, par exemple, les Celtics sont vraiment ciblés dans le game 2 par moment. mmh. Et s'il n'est pas à 100% physiquement, je pense qu'il y a des fois moins de chances qu'il fasse les efforts en défense. Donc oui, il y a un Doncic diminué, clairement aussi, de ce côté-là. Ça joue aussi, de toute façon, à ce stade de la saison. Tu l'as dit, la répétition des matchs. On voit que le champion, c'est de plus en plus l'équipe qui sait rester en bonne santé. Voilà. Bon, les Celtics, là, ils sont privés d'un cadre, mais ils ont par exemple Tatum, Brown, Holiday et White qui ont l'air vraiment, eux, en pleine possession de leurs moyens pour le coup. Et Ouais. ça fait des différences. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le champion NBA, c'est aussi un joueur, une équipe qui, pour faire une petite promotion d'article qu'on a sorti hier, c'est aussi, une équipe qui n'a pas le MVP de la saison régulière. Je vous invite à aller lire, l'article «Le titre de MVP est-il devenu maudit?» qu'on a sorti hier, qui montre que sur cette décennie, les 5 premiers de la décennie, les 5 premiers MVP de saison régulière, n'ont même pas été en finale de conférence et que c'est une tendance assez nouvelle parce que sur les décennies précédentes, il y a toujours des finalistes de conférence, des champions NBA. Là, pour l'instant, entre Yanis 2020, Jokic 2021-2022 et 2024 et aussi Embiid en 2023, avoir le MVP de la saison régulière ne garantit pas du tout d'être, ne serait-ce qu'en finale NBA. Oui, ça serait marrant de voir si ça se poursuit et d'essayer de comprendre Mmh. pourquoi. Ouais. Non, mais bah, du coup, je vous invite à lire ça. Je me demande, bah, il y a le côté peut-être aussi quand j'ai pas encore lu l'article, mais quand tu joues le MVP, du coup, généralement, tu joues à fond la saison régulière, tu laisses Mmh. peut-être des plumes. Il y a aussi quelque chose peut-être à voir du côté des votants, dans le sens où, comme à qui on donne le titre de MVP, enfin, je sais pas comment formuler ma phrase, mais c'est trop flou pour que tu vois où je veux en venir. Mais bref, allez lire l'article, c'est pas un problème. Je te propose qu'on enchaîne un peu avec la draft. Ouais. Là, il y a des premiers noms qui sortent pour la fameuse green room. Donc, la green room, c'est quand tu es invité dans la green room, c'est que tu as plus ou moins une vraie chance d'être drafté dans la loterie ou au moins au premier tour des playoffs. Et Mmh. dans cette fameuse green room, au premier tour de la draft, pardon. Ouais. J'ai passé une sale nuit, comme d'habitude. Il faut que j'arrête de m'en servir comme une excuse, mais pour le coup, j'ai vraiment passé une sale nuit. 12, il y a donc 12 joueurs qui sont déjà invités. Dans les 12, il y a 3 Français. Alors, c'est pas une surprise, hein. Ah mais Zachary Zaché, Alex Sarr et Tidjane Salin.
C'est beau quand même. Enfin, Ouais, c'est je beau. sais qu'on s'habitue au fait de voir des Français draftés, on s'habitue à voir maintenant un Français numéro un. Cette draft, elle est curieuse parce que les Américains, globalement, je vais pas dire qu'ils s'en foutent, hein, mais vu qu'ils y voient pas les fameux talents générationnels, il n'y a pas de Wembanyama, il n'y a pas de génie américain a priori qui va sortir de cette draft, mais je sais pas, de notre point de vue, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a deux, voire trois joueurs qui vont être draftés assez haut. Ces trois joueurs sur lesquels je pense qu'on compte après à l'avenir, peut-être en équipe nationale, parce qu'ils ont tous aussi un background, avoir joué en France un petit peu. Alors Sarr moins, mais pour Isaché et Salin, moi je la trouve hyper intéressante. Et le fait de voir trois Français dans la green room, bah, vu qu'on suit tous les ans la draft, c'est quand même c'est vraiment un petit événement et qu'il faut pas. Je pense il faut quand même s'en réjouir et moi, en tout cas, ça me plaît bien, quoi. La green room, du coup, après, c'est les joueurs qui ont l'occasion de s'asseoir sur scène Ouais. avec leur famille. Ce qui sera très intéressant, il y aura quand même 10 à 11 joueurs de plus qui recevront une Mm. invitation. Donc, ça fait quasiment une grosse partie du premier tour. Même si des fois, ça arrive que des mecs invités, voilà, C'est soient draftés tellement au triste à second chaque tour, hein. fois. Ouais. Ah, Ouais, c'est très triste quand les c'est mecs qui viennent et difficile. tu les vois se Ouais, décomposer au fur et à mesure que les équipes passent. Enfin, bah, ouais, il doit y avoir la pression qui monte, et cetera. Surtout que maintenant, la draft est sur 2 jours. ouais, ouais, Donc, premier tour et deuxième tour sont sur des jours c'est différents. je suis peut-être trop conservateur là-dessus, mais je vois vraiment pas l'intérêt, en fait, mais bon. Donc bref, draft sur 2 jours. Enfin si, tu vends encore plus de télé, mais qui va regarder le second tour, un 2e jour? Mais donc ouais, donc là, c'est terrible si tu es invité et que tu es pas drafté, Mm. tu reviens le lendemain, quoi. Enfin, tu bon, non, tu Ouais, reviens pas, mais c'est c'est un peu vraiment ça. terrible. J'avais pas pensé à la situation où un mec de la green room est pas pris et est obligé de rester. Bon, après, de toute façon, il reste sur place au moins quelques heures en général, mais moi, ça me déplaît pas parce que ça fait un premier tour plus court, une nuit un tout petit peu Ah plus mais parce que toi, compacte. tu non mais parce que toi, tu es le jeu attends, ça, c'est purement de ta faute, Chahi, parce que personne te dit de rester le 2e tour, en fait. C'est Personne te vrai. dit de Mais regarder je le veux voir, 2e tour. en général, je veux voir si le petit mec que j'aimais bien d'une fac un peu obscur va être pris au deuxième tour et voilà. Ça par contre, sur la green room toujours, ça me fait penser, si Bronny James est invité dans la green room, ça serait quand même le signe qu'il serait potentiellement drafté au premier tour par les Lakers ou par les Suns, on imagine. Ça serait quand même un mini événement que Bronny soit invité dans cette green room et soit donc drafté au premier tour. Je Ouais. trouve ça je suis déjà très étonné qu'il ait laissé son nom dans la draft. J'avais eu bien tort là-dessus, j'étais persuadé qu'il le ferait pas. J'avais pas vu, j'avais visé à côté, mais on verra s'il est invité dans la grid room. Je te propose pour terminer ce CQFR, il y a pas une, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une grosse actualité NBA. Il y a le match de ce soir, évidemment, donc en attendant, c'est assez calme. Je te propose qu'on essaye un peu de deviner ou de dire, selon nous, quels seraient les meilleurs choix pour chacune des 5 équipes qui draftent en première position. Donc ça, on commence avec Atlanta. Donc Atlanta, le first pick. Si tu étais à la place des Hawks, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ouah, c'est dur. À la place des Hawks, moi, sur le talent et l'upside, je pense pas qu'il y a un joueur qui directement va apporter beaucoup à une équipe. Si on imagine qu'Atlanta espère être encore un peu compétitif, ils prendront peut-être quelque chose de safe. Et c'est pour ça on voit souvent le nom de Donovan Clingan revenir. Mais moi, sur l'upside, sur le profil qui peut s'adapter à la NBA et tout, je prendrais presque Zachary Rizachi en fait. Je sais que c'est pas le besoin immédiat dans l'optique de rester compétitif, mais moi je viserais ça. Je pense que je le prendrais parce que ce qu'il a montré avec Bourg et tout, je pense que c'est que je prendrais. Après, sur le besoin à proprement parler, ouais, Alexandre Sarr pour la protection de cercle, le jeu sur pick and roll, ou Klingan qui a un niveau en dessous pour moi, mais qui est aussi assez safe. Ouais, je prendrais peut-être Rizaché, je pense. J'aime bien le pick Rizaché, j'aime bien se dire qu'il y aura une association entre Rizaché et Jalen Johnson. Je pense que ça peut être une base assez intéressante pour les Hawks. Je vais choisir moi plutôt Alex Sarr. Je vais choisir Alex Sarr. Je pense qu'en fait, cette draft, avoir le first pick sur cette QV, c'est montrer aux Hawks qu'il faut continuer avec Trae Young, parce que de toute façon, il n'y a pas, malheureusement pour eux, pas d'autres superstars à aller chercher autour de qui reconstruire le projet. Donc, je vais choisir un mec qui est à la fois de l'upside, qui est à la fois un prospect intéressant, et qui est à la fois un bon fit, selon moi, pour les Hawks.
Je trouve que depuis qu'Atlanta a eu le premier pick, je trouvais ça intéressant pour eux d'aller chercher Alex Sarr, d'avoir un grand qui va protéger le cercle, qui va pouvoir être un très bon partenaire de pick and roll avec Trae Young et même éventuellement avec Dejounte Murray s'ils décident de garder les deux. Je suis vraiment pas avocat d'un transfert de Trae Young cet été pour Atlanta, pour le coup. S'il fallait séparer, s'il fallait en transférer un, pour moi, c'est Dejounte Murray. Je sais que ça, c'est un autre débat, évidemment. Là, on sort de la draft, mais je sais qu'il y en a qui se disent bah, Murray, il défend mieux, etc. Mais je trouve que Murray est quand même un moins bon joueur que Trae Young offensivement. Sincèrement, c'est un joueur qui a une sélection de tir très particulière, qui fait des passes, mais qui n'est pas forcément un si bon playmaker que ça. Après, il peut encore progresser, hein. Et pour moi, une équipe avec Murray qui est ton meilleur joueur, tu pourras jamais viser vraiment. Par exemple, j'imagine jamais un scénario où Dejounte Murray mène les Hawks en finale de conférence. Ce que Trae Young a fait une fois quand même, c'est pas si anodin. Je sais que qu'il y a vraiment pas eu de belles campagnes depuis, mais ça reste un truc pas anodin du tout. Je pense que Trae Young, avec le bon supporting cast, déjà, je pense qu'il a un meilleur upside que Murray. Il est plus jeune aussi. Il doit être un petit peu plus jeune. Young, je pense qu'il y a encore il y a une saison ou deux où à un moment où tu te dis qu'il peut y avoir une vraie progression autour de ce mec et que si tu l'entoures de bons joueurs autour et notamment de bons défenseurs, il y a un scénario où Atlanta peut être une équipe très intéressante. Et du coup, j'aime bien cette base théorique avec Young, Johnson et Alex Sarr. Sarr qui serait donc voilà, pick and roll et défense au début, ce qui pour moi est le mieux pour lui au début de sa carrière. On ne lui demande pas d'aller mettre 20 points, qu'on ne se dise pas, tiens, il est grand comme Wembanyama, il peut shooter comme Wembanyama, et que du coup, on ne capte pas, bah pourquoi il n'est pas à 15 points par match? Bah non, je pense que Sarr, il sera. S'il est autour des 10 points, c'est bien. Et je pense que jouer avec Trae Young, c'est une manière. Trae Young, pour le coup, c'est un bon créateur, c'est un bon playmaker, c'est un mec qui va t'envoyer 4 passes lobées par match, tu vas mettre 4 dunks comme ça. Moi, ça me semble pas mal pour lui, ça me semble pas mal pour les Hawks. Et du coup, Shai, je te propose qu'on enchaîne avec le deuxième choix, celui des Wizards. Du coup, tu as déjà pris Rizaché. Qui tu prendrais pour Washington en deux? Alors, si on considère que. Alors, là, c'est pas une draft toi contre moi, mais du coup, moi, dans ma draft, si Rizaché est déjà pris, là, pour le coup, je pense que je prendrais Alexandre Sarr. Ça reste un bel upside pour eux. Ils ont besoin de talent, ils ont besoin de qualité athlétique, ils ont besoin d'un joueur peut-être un peu excitant aussi. Je pense que même si son jeu offensif est en développement, enfin besoin d'être développé, il a déjà des qualités défensives intéressantes. Je pense que ça peut être un joueur qui leur apporte assez rapidement. Enfin, moi, je le prendrais en deux, en tout cas, à ce stade-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alexandre Sarr. Et puis, ils n'ont aucun intérieur, en fait, là, depuis le départ de Gafford. Du coup, moi, dans ma draft, il faudrait peut-être que je prenne Klingan, mais je vais quand même épargner le Wizard. Je pense que Klingan n'est pas le genre de joueur que je prendrais en deux. Du coup, moi, ils peuvent pas prendre Sarr. J'ai déjà mis Sarr aux Hawks. Je pense que du coup, je leur mettrais Rizaché, hein. Je pense que c'est le deuxième meilleur. Enfin, c'est le deuxième. Non, c'est peut-être même le meilleur joueur de cette draft. Ou un des plus intéressants. Moi, c'est un de ceux que j'apprécie le plus dans le profil. Et du coup, je vais mettre Rizaché au Wizard. Je suis désolé pour lui, mais bon, au moins, il sera avec Bilal Koulibaly. Et, ça peut être intéressant de se dire. C'est toujours bon. Après, c'est vrai qu'il y a Avdia. Il y aurait beaucoup de joueurs un peu similaires. C'est vrai que les Wizards ont besoin soit d'un meneur, soit d'un intérieur. Surtout besoin d'un intérieur. Mais je vais quand même prendre Rizaché. Je ne vais pas jouer le coup du fit ou du need. Je vais vraiment jouer le coup du c'est le meilleur joueur disponible. Et de toute façon, surtout dans leur équipe, il y a plein de mecs qui vont bouger, tu vois. Avdia, etc. En fait, les joueurs qui sont là à Washington, dans 2 ans, il n'y aura plus les mêmes, je pense, pour la plupart. Non, c'est clair. Donc, je prendrai Rizaché pour voir ce que ça donne. Et quitte à transférer Kuzma ou Avdia en cours de saison, voire même pendant l'intersaison, et pour aller récupérer un futur pick. En tout cas, ce qui est un peu triste pour les Wizards, c'est que tu entames ta reconstruction et la draft d'après, tu as effectivement un pic bien placé, mais il n'y a pas de mec où tu te dis à lui, ça va être la pierre angulaire de ton projet. Donc, tu sais que quelque part, tu vas redevoir passer encore par la loterie en 2025 et espérer en plus avoir le premier choix. Donc, tu espères encore faire une saison à 20-22 victoires max, quoi. Ouais. C'est une situation un peu bâtarde, si je peux me permettre. C'est vrai. Allez, troisième choix, les Rockets. Qui tu prends? Les Rockets, j'ai l'impression si je me fie aux rumeurs récentes, j'ai l'impression qu'ils vont trader le pick.
Enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être ce que je ferais parce que j'aime bien les éléments qu'ils ont en place et tout ce qu'on a vu cette année, c'est assez prometteur. S'il faut absolument garder quelqu'un, c'est là que ça se complique parce qu'il y a entre le meilleur talent disponible et une pièce qui peut fit. Donc j'hésiterais entre, alors je sais que tu vas trouver ça haut, mais peut-être Klingan pour de la rotation, pour ce qu'il est capable voilà, il a quand même du gabarit, de l'envergure, il est capable de bien défendre. Ça peut servir, ça peut être utile. Ça fait haut c'est peut-être peu pour un troisième pick, mais peut-être que je ferais ça. Et sinon, peut-être Rich Shepard pour le shoot, pour ce qu'il peut apporter là-dessus. Il a été décevant au tournoi NCA, mais ça reste un shooter d'élite théoriquement. Il défend aussi assez très correctement avec pas mal d'agressivité. Je mettrais ça là, vraiment le troisième pick là, dans une draft comme ça où on n'est pas sûr de la profondeur et de la qualité globale de la draft. Je trouve que ça fait partie les picks vraiment traîtres, quoi. C'est super dur de savoir ce Mmh. qu'il faut faire. Moi, à la place des Rockets, je pense que j'essaierais de faire un trade et de ramener quelqu'un. Mais s'il faut prendre quelqu'un, ouais, allez, bah, Klingan du coup. Ouais, je trouve que ton idée, ça se tient de faire un trade. Je sais pas trop, qui serait disponible. Je sais pas dans quelle mesure ils peuvent aller chercher, par exemple, un Brandon Ingram. Je pense qu'il faudrait rajouter des atouts. Le troisième choix suffirait pas et à voir est-ce que même les Pelicans sont intéressés, mais je pense qu'un trade, effectivement, ça a du sens. Je sais pas si je prendrais par contre Klingan, même c'est même pas juste, c'est pas pour Klingan lui-même, ça veut dire que tu prends un troisième choix, vu que tu as déjà un pivot, tu prends un pivot backup en troisième position. Je trouve ça très dur quand même. Mmh, Tu vois, ouais. de te dire, ah on a parce qu'en fait, en plus, il est même pas backup d'un joueur vieillissant, il est backup de ta superstar. Donc en fait, Klingan, tu le draftes vraiment pour en faire un backup tout son début de carrière. Tu sais que tu vas pas pouvoir faire jouer les 2 ensemble. Vraiment, c'est un troisième choix que je trouve, du coup, un peu gâché et je serais plus sur Shepard. J'aime bien l'idée de Shepard, surtout que Van Fleet, pour le coup, il est vieillissant. Tu sais qu'un jour, c'est peut-être un mec que tu vas transférer. Si Jalen Green prend encore tu vois, une certaine dimension, bah, tu as envie que la balle, elle Mmh. soit dans les mains de Jalen Green et qu'elle ne soit pas dans les mains de Van Fleet et du coup, c'est intéressant d'avoir un combo guard autour, un peu un mec comme Shepard. Shepard, ouais, c'est Shepard son nom, ouais. Rich Shepard, ouais. Du coup, je prendrais Rich Shepard en 3 mois. Il y a juste un truc que je me dis, c'est que j'ai l'impression que Houston veut être compétitif l'année prochaine et que parfois c'est un choix sage de prendre quelqu'un qui, plutôt que de prendre un jeune très talentueux qui peut bousculer ta rotation, qui a envie, qui a ces aspirations-là. Un Klingan, je le vois tout à fait arriver et se contenter d'un rôle de backup et être précieux et utile en backup. Si les Rockets sont pour ambition, ce que je pense, d'être une équipe qui ne serait-ce que vise le play-in, quoi. Donc, mais je suis d'accord, hein, c'est pas vibrant, les fans des Ah, mais Rockets vont lui, pas il serait vibrer. d'accord, mais les Rockets, c'est dommage, tu vois? Bah, sauf s'ils ont établi qu'il n'y avait pas, selon eux, de talent qui justifiait de faire autrement. Mais ouais, ça va être un choix mystérieux. Moi, je les vois bien faire un trade quand même. Il y avait les rumeurs autour de Michael Bridges, notamment, en incluant autre chose, hein, pas juste le troisième pick, je pense. Mais ouais. Allez, on enchaîne avec les Spurs qui ont le quatrième choix, hein. Ça va intéresser les Français. Pareil, un peu dur parce qu'on se dit il faudrait un talent autour de Victor Wembanyama. Au final, tu pioches en 4 et là, tu sais que c'est peut-être ton dernier passage vraiment dans le Mmh. top 5 de la loterie a priori. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des options. Je te laisse toujours démarrer. C'est un peu injuste, mais je te laisse démarrer. C'est toi qui choisis en premier. Vas-y. En fait, moi, ça dépendra des garanties que j'ai sur la santé de Nikola Topic. Je pense que les Spurs seraient, à mon avis, bien inspirés de chercher un meneur. Topic, il a toutes les qualités on sait l'historique des Spurs avec les Européens, enfin avec les joueurs non américains, ils sont capables de les développer. Il a montré déjà beaucoup de bonnes choses, sauf qu'il se blesse. Il s'est déjà blessé 2 fois au genou en quelques mois, même si, alors là, c'est une rupture partielle du ligament, donc il peut en théorie revenir vite. Mais il a pour moi les qualités de ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai pas suivi tous ces matchs de A à Z, mais ce que j'ai pu observer, c'est que c'est un très bon playmaker, c'est un bon attaquant. Il faut qu'il développe son shoot, ça c'est assez clair sur ce qu'on a vu, c'est pour l'instant sa lacune. Mais ouais, à la création, avoir un gars comme ça, qui serait dans, tu sais, toi, je sais que tu aimes bien l'idée de la timeline qui concorde avec celle de Wembanyama. C'est un joueur qui, à mon avis, aura déjà de la maturité et les qualités pour être associé à Wembanyama sur une relation 1-5. Et si par contre c'est trop juste, là ça se complique. Ça se complique fort par rapport au choix que j'ai fait avant.
Je sais un autre meneur alors peut-être, un autre meneur de la QV, est-ce qu'un Mmh, Boutzelis par exemple, moi j'en ai un, mais Bouzeli, c'est pas un non meneur. pas un meneur, mais un arrière, grande taille quoi, enfin Moi, pas un playmaker je veux dire, c'est un peu un point forward quoi, tu vois? Mais moi je vais prendre Stephen Castle, moi. Après, OK. j'aime bien le gars. Il est champion. J'ai pas de bêtises, hein, Ouais, ouais, il je est vois champion. UConn, ouais. Mmh. Je joue à UConn, donc mec, tu vois, il y a un peu déjà un certain truc de Mmh. la gagne. Et en fait, je pense que les Spurs, le meneur qu'ils vont drafter, c'est pas le meneur qui sera leur joueur aux côtés de Wembanyama quand Mmh. ça va commencer à gagner. Les meneurs, ils mettent du temps à briller en NBA, sauf quelques rares exceptions. Et au final, les équipes qui gagnent, c'est pas comment dire, à part, bon, les Nuggets ont eu Jamal Murray, mais tu vois, ça a mis du temps à se développer. Je dirais que voilà, je pense que Topic, j'aime beaucoup ce que tu as mis en avant, tu vois? Je pense que ça a du Mmh. sens si Topic était à 100. Moi, je me dis que Castle, l'avantage, c'est que c'est pas vraiment un meneur, c'est un espèce de combo guard. C'est un combo, ouais. Il a une bonne envergure, c'est un bon défenseur, c'est un mec qui peut se greffer dans un rôle. Et du coup, je me dis que le jour où je vais aller chercher un autre meneur un peu star ou vétéran, Castle, je pourrais toujours le décaler au poste 2 Mmh. ou en faire un sixième homme ou avoir quelqu'un, tu vois, qui va pouvoir combler des brèches et apporter dans une équipe qui gagne. Et vu, tu vois, par exemple, le côté Rob Dillingham, l'option Rob Dillingham, meneur scoreur ou arrière scoreur qui joue des pick and roll, je trouve ça pas intéressant. Mmh. C'est un mec qui, je le vois pas être un winner. Je pense qu'il va pas faire hausser tant que ça la valeur de cette équipe. Et on pourrait se retrouver avec un scénario où dans 4 ans, 4 ou 5 ans, tu te dis ça marche pas. Mais tu n'as pas fait de trade en attendant parce que tu attendais de voir si Dillingham il se développe. Alors que Castle, tu sais qu'en fait, tu peux même faire un trade demain, faire venir un meneur demain. Il y aura un Ouais. rôle pour lui, il y aura une place pour lui. Et du coup, je serais vraiment en termes de fit et d'avenir, je trouve que j'aurais pu dire la même chose pour Shepard, mais j'ai l'impression que Castle est en plus meilleur défenseur, plus d'envergure, etc. Il va pouvoir jouer plus grand que sa position, plus grand que sa taille, va pouvoir switcher sur des écrans. J'aime beaucoup ce que ça représente dans l'instant T et surtout dans le futur proche, voire même le futur en moyen terme. Tout ça m'intéresse pour les Spurs. J'aurais pris vraiment Castle. Je me dis, lui, on va pouvoir le greffer à Vassell, Wembanyama, Sohan. Il y a quelque chose qui va pouvoir se créer autour de ces mecs-là. Ouais, on en reparlera quand on fera les analyses plus approfondies de la draft, mais dans les meneurs arrière que j'aime bien et qui sont discrètement, bas sur les tableaux maintenant, je sais pas pourquoi je vois bien les Spurs prendre un Carlton Carrington de Pittsburgh. C'est un mec que j'aime beaucoup depuis le début, depuis que son nom, commence à ressortir. Je pense qu'ils sont capables de surprendre les Spurs, en fait, encore à la draft. Il y aura pas d'évidence parce que c'est les Spurs, je pense Hmm. et je les vois bien sortir avec un nom, auquel on s'attendait pas donc bon, de toute façon, on en reparlera, on fera des analyses détaillées, pour Yes. pour ces équipes-là. Sachant qu'ils ont 2 picks en plus. Allez, Mmh. je te propose qu'on finisse juste avec le 5e pick solide des Pistons. Ouais. Dur pour Detroit là aussi de se dire: «Ah là là», de retomber jusqu'à la 5e position. Mmh. Qui tu prendrais? Toi, tu as dit, pardon, tu as dit Topic. On va dire que tu as dit Topic. Ouais, je vais te dire toi pitch, ouais. Et donc en 5, tu prends qui pour Detroit? Ils ont besoin de plein de trucs, mais ils ont besoin d'un peu ils ont besoin d'excitation, je pense. Ils ont besoin que les gens se hype sur un jeune joueur, ce qui est pas le cas là, en ce moment, peut-être, du coup, si j'ai pris Klingan en 3, peut-être, là, peut-être Reed Shepard, du coup. Peut-être, un mec qui est capable de faire des cartons offensifs, de shooter fort, tu peux en plus, je pense que tu peux l'associer à Cade Cunningham. Les 2 sont capables de jouer, aussi sans le ballon. Il y aurait pas une pression gigantesque. Tu vois? Ouais, je viserais peut-être, Reed Shepard, sans une gigantesque, conviction, hein, mais peut-être, Reed Shepard, ouais. Si tu prends Shepard, c'est-à-dire que sur les 5 dernières années, tu as pris 4 combo guards. Parce que tu dis: «Il peut jouer avec Cunningham», mais il y a déjà un mec qui peut jouer avec Cunningham. Je sais que c'est pas le mec que tu aimes le plus, mais Jaden Ivey, il est quand même Je sais. vraiment fort. Ça Mmh. veut dire, tu vois, il y a pas de minute, en fait, pour Shepard, moi, je trouve. Mais pourquoi Non, pas? tu as sans doute Mais raison, hein, mais mais ça c'est juste veut que dire je que vois pas. tu te condamnes à transférer Ivey. Mais tu vois, on a vu Killian Hayes qui a montré Mmh, des choses, mais en fait, il peut pas quand il y a Ivey et Cunningham, tu vois? ouais. Tu pas de minutes à distribuer. Mais ils sont dans une position dure. Moi je vais leur donner Matas Buzelis, Mmh. un grand qui peut shooter. Heu, Tu vois, je me dis: «Bah, ouais, mon équipe, c'est Cunningham, Ivey, Buzelis, Thompson et Duren», et en fait, c'est très complémentaire sur le papier. Là, à un moment,
À un moment, il faut décoller, quoi. Tu as vraiment un 5 de jeunes joueurs. Je suis surpris que tu prennes un joueur qui sorte de la Ignite, la team Ignite, vu que tu étais ultra sceptique, mais bon, parce qu'on Ouais, a mais un Boutzelis, c'est cinquième, quoi. intéressant. Non, mais c'est intéressant, Boutzelis. Moi, j'aime son côté playmaker. C'est pour ça, tout à l'heure, je sais que c'est pas un meneur, hein, mais c'est vraiment un très très bon playmaker pour sa taille, avec ce profil-là. Il a plein de qualités, mais je me suis mis à me méfier aussi des joueurs qui sortaient de la team Ignite. En fait, je me méfie si tu les présentes comme une superstar. Tu vois, je me dis que Scoot Anderson, Ouais. Jalen Green, je pense que ça va mettre du temps, ces mecs-là, tu vois. Même Jalen Green, avec sa fin de saison, ça fait oublier les 60 premiers matchs, mais tu vois, je ne suis pas encore méga sold sur Jalen Green et je pense qu'il faut du temps avant que ces mecs-là deviennent vraiment des bons joueurs et je ne suis pas sûr que ça devienne un jour des superstars. Mm. Euh, Là, Butzelis, en fait, on va jamais lui demander d'être une superstar. Il y a 2 mecs qui vont scorer plus que lui. Par contre, ça peut être comme tu as dit, ça crée un peu de jeu. Donc déjà, c'est bien pour Detroit d'avoir encore un peu de playmaking, sachant que je trouve que Duren est plutôt un bon passeur pour son poste. Et shooter, ils ont besoin de shoot. Il faut qu'il y ait un mec qui tire les lignes. Ozar Thompson, je pense que ça peut faire une belle association, Thompson et Butzelis sur les ailes, en fait. Un qui défend fort, qui est très athlétique, l'autre qui crée du jeu, qui a du shoot. Les deux qui ont de l'envergure. Ça me plairait. Honnêtement, je sais que les fans des Pistons ont peu de choses intéressantes à se mettre sur la dent, mais s'ils ont un 5 au début de la saison, Cunningham, Ivy, Butzelis, Thompson, Duren, franchement, je pense qu'il y a vraiment des raisons de penser que cette équipe, elle peut décoller un petit peu. On leur souhaite, parce que les pauvres, là, Ouais, ça devient dur. il y a besoin de bonnes ondes là pour Détroit. Yes. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un CQFR où on sera tous les trois avec Théo Ouais. en plus. On débriefera le Game 3 justement entre Dallas et Boston. Vous pourrez retrouver jeudi le replay de la Late Session avec Shai. Je crois que tu as fait gagner un MOOC hier, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. C'est ça le Ouais. programme à la base. C'est ça. Voilà, vous pourrez checker ça. Et du coup, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. À demain.